Stop! On arrête tout! Vous posez, vous arrêtez ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nouvelle introduction, nouveau générique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de mon film préféré, Gladiator. Sans me tromper, je pense vraiment que Gladiator, c'est le film que j'ai le plus vu de toute ma vie. Et c'est mon film préféré depuis longtemps. C'est un film que j'ai découvert étant jeune, qui m'avait plu étant jeune, et quand je le revois aujourd'hui, il me plaît autant. Je le regarde évidemment pas de la même manière, mais c'est un film sur lequel mon ressenti, les émotions que je ressens, n'ont jamais échangé. C'est vraiment un film qui reste pour moi une référence, et peut-être que finalement, ça représente tout ce que j'aime dans le cinéma. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi, hein. Je sais que Gladiator, c'est un film qui est extrêmement renommé, extrêmement apprécié par beaucoup de gens. Il suffit d'aller voir sur quelques sites qui référencent les films comme Allociné en France, ou vous avez le site IMDb pour les États-Unis. Gladiator est toujours très bien classé parmi les meilleurs films de tous les temps. C'est sûrement pas un hasard. Alors, c'est pas un film qui évidemment est dénué de défauts, de choses qui sont critiquables, mais voilà, ça reste pour moi une référence. Pour le coup, je trouve que ce qui est intéressant avec Gladiator, c'est évidemment parler histoire. Parce qu'en fait, le film, s'il est critiquable, je pense qu'il est critiquable surtout pour son manque de respect de l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce film, qui sont fausses, ou qui sont arrangées, ou qui sont déformées. Et donc c'est intéressant quand même d'y revenir. Alors comme à chaque fois quand même une petite présentation de ce film Gladiator. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un général romain qui s'appelle Maximus, grand général qui a remporté de nombreuses batailles, qui est respecté par ses hommes, qui est le plus grand général de Rome à l'époque, sachant que l'époque du film c'est le règne de Marc Aurèle qui a régné, il faut que je reprenne mes notes, de 161 à 180 de notre ère. Et en fait, Marc Aurèle, se sentant mourir, décide de transmettre le pouvoir à son meilleur général, Maximus, et lui demande de rétablir une république à Rome. Ce sera le rôle qu'aura Maximus. Sauf que Marc Aurèle a un fils qui s'appelle Commode, qui est un empereur romain qui a vraiment existé, et Commode, évidemment, ne prend pas bien le fait d'être évincé du pouvoir, va se débarrasser, en tout cas tenter de se débarrasser de Maximus, il va faire assassiner sa famille. Et en fait, tout le reste du film, c'est raconter l'histoire d'une vengeance personnelle du général Maximus, qui va réussir à retourner à Rome, à approcher l'empereur Commode en devenant gladiateur. Et ainsi, il va devenir le gladiateur, l'esclave, qui aura défié l'empereur de Rome. Ce film est réalisé par Ridley Scott, réalisateur britannique. Il a traversé plusieurs décennies quand même, Ridley Scott. Pour vous citer quelques films très connus de lui, vous avez le film Alien, le 8e passager, qui est un film de science-fiction culte, que je vous recommande si vous n'avez pas vu, qui est sorti en 1979 de mémoire. Il a également réalisé Thelma et Louise, film dont on a évoqué le titre lors du podcast que j'ai eu le plaisir de faire avec mon ami Laurie, le podcast La Rencontre. Et je peux également citer le film Kingdom of Heaven, qui mériterait peut-être un podcast d'ailleurs, rien ne dit que je n'en parlerai pas dans la petite cinémathèque. Kingdom of Heaven qui est sorti en 2005 et qui est aussi un film historique, mais qui cette fois-ci se déroule durant le Moyen-Âge, à l'époque des croisades. Alors ce qu'il faut savoir avec Gladiator, c'est que ce film qui est sorti en 2000, c'est un film important dans l'histoire du cinéma parce que ça relance un genre qui avait été un genre extrêmement prisé d'Hollywood dans les années 50-60, c'est le genre du péplum. Le péplum, donc, c'est un film qui désigne, en gros, des films d'aventure dans le contexte de l'Antiquité, c'est-à-dire jusqu'aux années 470. C'est un terme qui est apparu en 1963 pour désigner ce genre cinématographique, et ce genre a connu son âge d'or dans les années 50-60 avec de grands films comme Les 10 Commandements, sorti en 1956, Ben-Hur en 1959, ou encore Cléopâtre en 1963. Films qui sont majoritairement tournés
par des Américains, avec parfois un budget assez limité pour l'époque, et qui sont en général construits autour d'intrigues très simples, qui sont dominés par un héros, qui incarne le bien et qui est doté d'une force physique souvent surhumaine. Et d'ailleurs, on peut le retrouver un petit peu dans Gladiator, même si Maximus n'a pas de force physique surhumaine, c'est quand même quelqu'un de très fort. Et donc en fait, ce film va relancer cette mode du péplum à Hollywood, qui avait été délaissée depuis les années 1960, plutôt au profit du western. Et en fait, Gladiator, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le remake d'un film qui existait déjà, qui s'appelle La chute de l'Empire romain, qui avait été sorti en 1964, que je n'ai pas vu, mais dont la trame, dont le scénario est très semblable. Commençons peut-être par parler des personnages. Peut-être qu'on peut faire personnage par personnage, si vous voulez, pour commencer. Le personnage de Maximus est le personnage principal du film, qui en fait n'a jamais existé. C'est un personnage imaginaire qui s'inspire probablement de 3 autres personnages disséminés dans l'histoire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute l'histoire du film est axée autour de sa vengeance. Et Maximus, donc, tout le long du film, on a l'impression qu'il se bat pour atteindre Commode, et c'est vrai, mais en réalité, il se bat d'abord pour les morts. Il se bat pour sa femme et son fils qui ont été assassinés. Il se bat pour l'empereur Marc Aurèle, qui était une sorte de père pour lui. Il donne l'impression de se battre pour sa vie, Maximus, mais en réalité, c'est un héros qui est en sursis et qui n'attend qu'une seule chose, c'est rejoindre les siens dans l'au-delà, ce qu'on appelle dans la mythologie grecque l'Élysée, c'est-à-dire le lieu des enfers. Maximus, donc, est un personnage imaginaire qui n'a jamais existé. Et donc, c'est le héros du film, alors qui est incarné donc par Russell Crowe, qui est un acteur australien, je crois que c'est australien, qui a d'ailleurs remporté un Oscar, l'Oscar du meilleur acteur, pour sa performance, qui avait beaucoup surpris à l'époque parce que c'est vrai que c'était pas du tout le favori. Et ce qu'on peut dire par rapport à Maximus, c'est donc un général romain qui a réussi à gagner la loyauté de ses soldats. Et là, on a une référence nette à l'histoire, parce que l'histoire est ponctuée d'exemples très nombreux de généraux qui ont, par le biais de leur carrière militaire, réussi à accéder au pouvoir à l'époque de la République romaine ou même durant l'Empire. Évidemment, je dirais que l'exemple le plus pertinent, le plus flagrant de ça, c'est Jules César, qui a été un grand général romain et qui ensuite a profité de sa notoriété, a profité de son pouvoir militaire pour prendre le pouvoir politique. Donc en fait, l'armée constituait vraiment un tremplin vers le pouvoir pour les hommes militaires sous l'époque romaine. Mais c'est vrai que le personnage de Maximus, comme il incarne le bien, et là on retrouve vraiment les codes du péplum des années 50-60, eh bien lui, il ne veut pas le pouvoir. Maximus aurait vraiment existé durant l'Antiquité, c'est très probable qu'il aurait profité de tout ce que lui apportait le pouvoir qu'il avait sur ses soldats pour s'emparer du pouvoir politique. Et là, au contraire, Marc Aurèle lui offre sur un plateau le pouvoir politique et il le refuse. Alors en fait, au final, il finit par l'accepter, mais c'est déjà trop tard. Commode s'est chargé d'éliminer son père et de prendre sa place naturellement, Maximus devenant alors un traître, mais au départ Maximus est réticent à prendre le pouvoir, alors que les généraux romains de l'époque acceptaient volontiers les richesses et les triomphes, qui ensuite les voyaient s'ouvrir devant eux une véritable carrière politique. Et au contraire, Maximus, lui, ne se sent pas capable d'exercer le pouvoir, vraiment, il le dit, et il n'aspire qu'à une chose. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa famille, rentrer chez lui. Chez lui, à l'époque, c'est en Espagne, une province romaine. Parlons maintenant, si vous voulez bien, de l'empereur Commode, qui est incarné royalement par Joaquin Phoenix, qui est un acteur que j'aime énormément, qui brille très souvent dans tous les rôles qu'il incarne. Il avait été nommé à l'Oscar du meilleur second rôle pour ce rôle, bon, il n'avait pas obtenu, mais franchement, je ne sais plus qui l'a vu cette année-là, mais il l'aurait largement mérité parce qu'il est vraiment incroyable. Alors, un empereur qui est un personnage qui est détestable, qui est extrêmement froid, cruel, manipulateur, avec ses failles et ses névroses, mais voilà, cet empereur torturé, parce qu'en fait c'est un personnage torturé, l'empereur de Commode dans le film, il est vraiment incarné avec brio par Joaquin Phoenix. Alors, si on le rapporte à l'histoire, Commode a véritablement été le fils de l'empereur Marc Aurèle, et il a régné entre 180 et 192, donc 12 ans, une durée qui semble bien plus longue que celle que suggère le film. Dans le film, on a l'impression qu'il règne, peut-être 1 année, 2 années maximum, mais pas plus. Et dans le film, il est représenté comme un tyran, abject, sournois, mais infantile. Il est, c'est encore un enfant. Par exemple, il a peur du noir, et il est amoureux de sa sœur. Alors, ce que je vous propose maintenant par rapport à Commode, c'est de faire un petit vrai-faux. Je vous
cite une caractéristique du personnage de Commode dans le film, et je vous laisse le temps de décider, en tout cas de considérer si ce qui est dit dans le film est vrai ou faux par rapport à la réalité historique. Tout d'abord, dans le film, il est dit que, il est montré que Commode assassine son père Marc Aurèle. Pensez-vous que ce soit vrai ou faux ? La réponse est faux. Marc Aurèle n'est pas du tout mort assassiné, même s'il y a un historien romain qui s'appelle Dion Cassius qui a accusé Commode d'avoir fait empoisonner son père pour prendre le pouvoir. Il n'y a jamais eu de preuve de ça et finalement cette accusation reste assez marginale, mais c'est sûrement là-dessus que les scénaristes se sont basés pour écrire le film. Mais Marc Aurèle serait mort de la peste en fait en Pannonie lors de l'une de ses campagnes effectivement dans la région du Danube. Donc là par contre on retrouve peut-être l'endroit où il aurait affronté les barbares, comme ils appellent dans le film, comme c'est montré au début du film. Second, vrai ou faux, Marc Aurèle aurait voulu rétablir la République romaine. Bien évidemment, c'est faux. Marc Aurèle a au contraire soutenu activement l'ascension de son fils Commode pour qu'il accède au pouvoir, et il n'a évidemment jamais cherché à restaurer la République romaine. Là, on est typiquement dans une vision hollywoodiesque de l'histoire, où en gros, vous avez le bien et le mal. Le mal, c'est l'Empire avec un empereur, un peu type dictateur, qui a tous les pouvoirs concentrés entre ses mains. Et le bien, ce serait la République romaine, dans laquelle il y aurait une forme de démocratie, un pouvoir qui serait partagé, etc. Donc évidemment, là, c'est complètement faux. Marc Aurèle n'a jamais voulu rétablir la République romaine. Troisième, vrai ou faux. Commode, l'empereur Commode, aimait participer, comme on le voit dans le film, notamment à la fin, lui-même à des combats de gladiateurs ou à des spectacles dans l'arène du Colisée. Et bien là, pour le coup, c'est vrai. L'empereur Commode, on le sait, adorait se donner en spectacle dans l'arène. Il aimait notamment tuer des bêtes sauvages et affronter des gladiateurs. Et il aurait même pris l'habitude, durant l'Antiquité, ce qui avait à l'époque beaucoup choqué et ce qui n'avait pas servi sa réputation, c'est le moins qu'on puisse dire, il avait pris donc pour habitude de se comparer à Hercule, rien que ça. Hein. Donc là, pour le coup, ce qu'on voit dans le film est plutôt vrai. Ensuite, vrai ou faux, comme dans le film, y a-t-il eu, oui ou non, un complot qui avait été destiné à faire assassiner, en tout cas à renverser l'empereur Commode ? On pourrait croire que c'est faux, parce qu'Hollywood adore ce genre de péripéties, mais l'histoire en regorge aussi, et là pour le coup il semble que ce soit vrai, puisqu'effectivement il y aurait eu un complot qui aurait été organisé par la sœur de Commode, la vraie Lucilla. Donc elle a vraiment existé cette sœur, et elle aurait effectivement essayé de le renverser, mais le complot, comme dans le film d'ailleurs, il a échoué, et d'ailleurs le sort de Lucilla est beaucoup moins enviable dans la réalité que dans Gladiator, puisqu'en fait le Commode l'aurait fait exiler sur l'île de Capri, et il l'aurait fait ensuite assassiner, ni plus ni moins, donc alors qu'à la fin du film, sans vouloir trop vous spoiler, elle ne meurt pas. Alors dans le film, on nous montre également, un nouveau vrai ou faux, que Commode a une forme de détestation, pour ne pas dire de haine assez viscérale du Sénat, et que s'il avait pu, il s'en serait bien passé. Et là, il se trouve que c'est aussi vrai, puisque notamment justement après la tentative de complot contre lui, Commode est devenu un peu paranoïaque, puisque certains sénateurs s'étaient associés à sa sœur pour le renverser, et Commode n'a d'ailleurs pas hésité à faire exécuter un certain nombre de sénateurs, parmi lesquels des gens qui n'avaient absolument rien à se reprocher, mais tant pis pour eux. Donc là, pour le coup, le film dit quelque chose de plutôt vrai. Je vous propose un dernier vrai-faux. À votre avis, vrai ou faux, l'empereur Commode était fou? Alors, c'est plutôt vrai. Commode, en tout cas d'après ce que nous disent les historiens romains, il n'hésitait pas à faire assassiner à tour de bras tous ceux qui le gênaient. Il a même fait ériger une statue de lui tenant un arc pointé face à l'entrée du Sénat pour montrer qu'il avait vraiment un pouvoir de vie et de mort sur eux. Commode était même vu comme quelqu'un de déséquilibré, d'incapable de gouverner son empire. Donc vraiment le côté folie de l'empereur, même si bon, aujourd'hui c'est très difficile avec la distance de dire est-ce que c'est folie ou pas folie, mais en tout cas le personnage de Commode tel qu'il est dépeint dans le film semble inspiré de manière assez véridique de ce qu'il a vraiment été dans l'histoire. Et j'ai dit une petite bêtise, j'ai dit que c'était un dernier vrai faux, mais il en reste encore un. Vrai ou faux, Commode a-t-il été tué dans l'arène du Colisée lors d'un de ses combats? Je ne vais pas expliquer comment dans le film, mais
C'est ce qui arrive dans le film. Et évidemment, là, c'est faux. Hein. Hollywood va trop loin, puisque Commode aurait été effectivement assassiné dans son palais par son esclave, qui s'appelait Narcisse, en 192, sur les ordres de sa concubine de l'époque, qui s'appelait Marcia, et de quelques sénateurs qui avaient peur de se faire éliminer sur ses ordres. Ce qu'on reproche souvent à Gladiator sur le plan historique, des erreurs qui sont assez flagrantes et dont je vais reparler juste après, eh bien, par rapport au personnage de Commode, c'est intéressant parce qu'on a du vrai et du faux. Comme de toute façon, les sources que l'on a sur cet empereur, les récits, les témoignages dont on dispose sont aussi contestables, dans le sens où peut-être qu'ils ne sont pas totalement vrais, c'est très difficile au final d'établir le respect de la vérité historique du film, en tout cas par rapport à ce personnage. Alors justement, par rapport au film, j'aurais voulu évoquer quelques petites choses par rapport à la question de l'histoire. Alors peut-être commencer par la scène d'ouverture du film, la question de l'armée. Alors pour le coup là, c'est une scène d'ouverture, alors elle est culte cette scène d'ouverture de Gladiator. On commence avec une bataille, et c'est vrai que ça commence très fort parce que elle est incroyable cette bataille. C'est une scène d'ouverture donc où on a une bataille entre l'armée romaine et les Germains, que les Romains appellent barbares. Et en fait, cette scène, elle plaît, je crois, à tout le monde. D'un côté aux cinéphiles parce que c'est une scène qui est incroyablement filmée, avec un éclairage qui est très sombre. Alors je sais pas si c'est la nuit ou peut-être à l'aube, au moment où le soleil se lève, mais c'est un éclairage qui est très sombre, avec des couleurs qui sont très froides. La bataille est souvent filmée caméra au point, comme si on était immergé dedans. Vous avez du sang qui éclabousse sur la caméra, vous avez l'impression que vous allez vous prendre un coup d'épée, tellement on est immergé dans la bataille, et ça donne vraiment une réelle impression de réalisme, et ça en fait une bataille extrêmement sauvage, qui d'ailleurs sera retrouvée dans Kingdom of Heaven du même Ridley Scott en 2005. On a un petit peu la même façon de filmer. Donc cette bataille, elle met d'accord donc les cinéphiles, mais aussi les historiens qui considèrent qu'au niveau représentation historique, la bataille est plutôt fidèle. On montre l'armée romaine, alors pas une armée flamboyante, comme on peut voir par exemple dans des films comme Astérix, où on a des couleurs très très chatoyantes, rouges, etc. Là, on a des soldats romains qui sont fatigués, qui sont sales, qui sont ils sont rangés, etc. Mais on a vraiment l'impression de voir une armée en campagne. Et c'est aussi pour ça que ça a plu aux historiens, parce que on montre ce que c'est qu'une armée en campagne. On se doute que cette campagne dure depuis longtemps, et que là on en arrive à l'apogée en fait, à la fin, c'est-à-dire au moment où les Germains vont définitivement être vaincus. Il y a quand même quelques inexactitudes historiques qui ont été relevées par les historiens par rapport à l'utilisation de la cavalerie qui est exagérée dans le film, par rapport aux machines de guerre qui lancent des projectiles incendiaires dans le film, alors qu'en réalité les historiens expliquent que cette technique d'explosion était inconnue des Romains à l'époque. Les historiens n'ont pas évidemment hésité à faire leur travail, qui est d'analyser le film d'un point de vue historique, mais quand même globalement cette bataille fait assez consensus. Et puis que dire de la musique durant cette bataille? Je fais un tout petit point, parce que je parle beaucoup histoire dans ce podcast, mais un petit point évidemment cinématographique. La musique est incroyable dans Gladiator, je ne comprends d'ailleurs toujours pas, faudra m'expliquer un jour, pourquoi le film n'a pas remporté l'Oscar de la meilleure musique, parce que Gladiator, c'est une succession de titres cultes, de musique qui me donne le frisson, que ce soit les musiques plutôt liées aux scènes d'action ou les musiques plus émouvantes qu'on retrouve notamment à la fin. Enfin voilà, c'est bon. Si vous avez l'explication, si vous arrivez à contacter l'Académie des Oscars, vous m'envoyez un petit message, d'accord, et vous m'expliquez, parce que moi j'ai toujours pas compris. Bon, le temps passant, et comme je veux dire beaucoup de choses, je suis pas certain de pouvoir tout dire. J'aurais d'abord évidemment voulu parler de ce qui est quand même le cœur du film, c'est-à-dire les gladiateurs, puisque c'est le titre du film, et puis c'est le parcours que va faire Maximus. Maximus va devenir esclave, va être capturé, va ensuite être entraîné comme gladiateur, et va réussir à se créer une autre renommée après celle du général. Il va devenir un gladiateur renommé. Et là, pour le coup, le film réitère beaucoup de clichés qui sont liés aux gladiateurs. Et qui sont liés aux gladiateurs et qu'on retrouve dans de très nombreuses œuvres, que ce soit cinématographiques, littéraires, picturales, peintures, etc.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Maximus dans le film est un esclave qui devient gladiateur. Alors effectivement, ça c'est plutôt dans la première partie de l'histoire romaine. C'était très souvent des esclaves qu'on faisait gladiateurs pour les faire combattre dans l'arène. Mais en réalité, notamment sous l'Empire, il y aura de plus en plus d'hommes libres, de personnes qui vont choisir cette carrière de gladiateur, qui vont vraiment être volontaires pour le devenir, et qui vont s'orienter dans cette voie pour à la fois la rémunération, pour gagner de l'argent, et aussi pour la gloire qu'ils pouvaient en tirer. Donc voilà, faut pas croire que tous les gladiateurs étaient esclaves. Je dirais même qu'au temps de Maximus, on commençait à avoir de plus en plus de gladiateurs qui étaient des hommes libres, et qui choisissaient ce métier, en fait, hein, c'est devenu un métier comme un autre. Alors, ce qu'on ne voit jamais dans le film, c'est qu'à l'époque romaine, quand il y avait des combats de gladiateurs, ils se déroulaient toujours sous la conduite d'un arbitre. Et d'ailleurs, le combat ne se terminait pas forcément par la mort de l'adversaire, sauf si la foule l'exigeait. Et on pourrait presque dire que la mort du gladiateur était assez rare, mais l'arbitre n'apparaît strictement jamais dans le film. Mais d'ailleurs, dans aucun péplum, dans aucune œuvre traitant des gladiateurs, on ne voit jamais cet arbitre, alors qu'il y avait des règles très strictes et que l'arbitre était censé faire appliquer. De même, autre grand cliché qu'on a par rapport aux gladiateurs, qui est très ancré dans la culture populaire, c'est le fait que le public aurait décidé de la condamnation à mort ou pas d'un gladiateur en levant le pouce vers le haut, ce qui aurait donc signifié que le gladiateur battu aurait eu la vie sauve, ou en mettant le pouce vers le bas, ce qui aurait signifié que le gladiateur battu aurait été exécuté. Alors ça, c'est une totale invention. Alors même pas du film. En fait, on doit cette invention à un peintre qui s'appelle Jean-Léon Gérôme et qui a, au 19e siècle, peint un tableau que je vous conseille d'aller voir, vous allez comprendre pourquoi. Ce tableau s'appelle Pollice Verso et il représente le triomphe d'un gladiateur qui attend le verdict de la foule. Et dans la foule, on voit les gens qui utilisent leur pouce pour indiquer le sort qu'ils souhaitent voir attribué au gladiateur qui vient d'être battu. Et Gladiator ne fait que reprendre ce cliché qui a été popularisé par ce tableau, mais qui est un cliché, quoi. En fait, dans l'histoire, on n'a aucune preuve, et les historiens aujourd'hui sont catégoriques pour dire que c'est une invention et que la foule pouvait décider du sort d'un gladiateur, mais pas avec le geste du pouce. Probablement que la foule indiquait plutôt en pointant le doigt ou la main vers les combattants de la marche à suivre. La dernière chose qu'il faut savoir, c'est que pour les gladiateurs, en fait, il y avait différents types de gladiateurs. Au niveau équipement, que ce soit le casque, les protections, les jambières, l'épée, les armes de poing, etc. En réalité, il y avait différents types de gladiateurs qui portaient d'ailleurs des noms. Je donne un exemple, le gladiateur qu'on appelait le type retière, il était équipé d'un filet plombé, d'un poignard, d'un trident et d'une protection assez sommaire aux bras et aux épaules. Donc, en fait, les équipements, les armes, les armures dans le film sont souvent assez fantaisistes. On a mixé, les créateurs des gladiateurs dans le film ont mixé des éléments qui existaient, mais il y avait des catégories de gladiateurs très précises, certaines étant plus fréquentes et plus renommées que d'autres. Et donc là, pour le coup, on a un peu n'importe quoi en fait hein, dans le film. On voit même à un moment donné, alors je crois que c'est un gladiateur, oui c'est un gladiateur, quand il reconstitue une des batailles de l'armée romaine, qui utilise une arbalète, un truc qui tourne complètement fantaisiste, l'arbalète n'ayant pas été inventée à l'époque, et là c'est vraiment une arme presque de science-fiction. Donc voilà, il y a des choses qui sont assez grossières, des erreurs qui sont vraiment grossières sur le plan historique au niveau des gladiateurs. Et je vous encourage d'aller vous renseigner vous-même sur qu'est-ce que c'était que le combat de gladiateurs, l'art du combat de gladiateurs dans l'Antiquité, et vous vous rendrez compte que c'est peut-être là-dessus que Gladiator prend le plus de liberté et raconte peut-être un peu n'importe quoi. Alors, comme je m'en doutais, le temps passant, je n'aurai pas le temps de vous parler de tout ce que j'aurais voulu vous dire. Je ne sais pas ce que vous aurez pensé de ce podcast, vous me direz vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai voulu vraiment accentuer le côté historique parce que, voilà, comme je vous l'ai expliqué, comme c'est un film qui est mon film préféré, je voulais pas en faire des tonnes et expliquer à quel point c'était selon moi un chef-d'œuvre. Je vous encourage à le regarder évidemment si vous ne l'avez pas vu, mais peut-être du coup après ce podcast, le regarder d'un autre œil, en voyant aussi ses défauts, mais sans jamais oublier que le cinéma, c'est se laisser transporter, c'est vibrer, c'est ressentir des émotions,
Et Dieu sait que moi, devant Gladiator, j'en ai ressenti des émotions. Gladiator, c'est un film réalisé par Ridley Scott et sorti en 2000.